Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, nous parlerons de la simplification administrative. Sujet dont on nous vante les bienfaits depuis des années. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. La France a la réputation d'avoir une administration des plus complexes. Vous savez, nombre d'administrés se plaignent de situations ubuesques ou cauchemardesques. Mais qu'en est-il des entreprises ? La particularité des petites entreprises, c'est qu'elles n'ont pas les ressources internes suffisantes pour faire face à cette complexité. Et du coup, la situation peut rapidement tourner au cauchemar, soit par manque de temps, par manque de compétences aussi, parce que souvent ça nécessite des compétences de pouvoir répondre aux normes ou aux attentes de l'administration en matière d'entreprise. Depuis 2011 environ, les gouvernements successifs nous promettent une simplification des procédures et des démarches administratives, grâce notamment à la dématérialisation. Alors, cette dématérialisation, elle s'est exercée notamment dans le cas des marchés publics. On en a déjà évoqué un peu ce sujet dans un podcast précédent, notamment quand je vous parlais par exemple des formulaires DC1, DC2, DC7 qu'il fallait faire valider auprès du centre des impôts, après avoir fait valider le formulaire 3666, ce qui comportait plusieurs feuillets, notamment pour savoir si vous étiez à jour de la TVA. Il fallait faire tous les bureaux des impôts, de l'URSSAF, de toutes les cotisations sociales, de tout votre environnement pour pouvoir obtenir le fameux DC7 qui vous permettait de postuler ou de poser une candidature à un marché public. Heureusement, ces procédures se sont grandement simplifiées, notamment, comme je le disais, à cause de la dématérialisation, aussi parce que les plafonds et les procédures elles-mêmes se sont simplifiées. Enfin, le plafond de réponse à certains appels d'offres a été soit augmenté, soit modifié en fonction des types de procédures. Néanmoins, la dématérialisation, dans ce cas-là, a largement effectivement simplifié les choses. Encore faut-il pouvoir accéder à ces plateformes pour pouvoir répondre à les marchés publics. Et c'est là que le bât blesse. Le problème pour beaucoup de petites entreprises avec la dématérialisation des marchés publics, notamment, c'est l'accès au marché ou la connaissance même de ces marchés en ligne, parce que du coup, il faut s'abonner à des plateformes de marchés publics. Il en existe de nombreuses en France, il en existe une au niveau national qui est gérée par le ministère de l'économie. Mais du coup, ça demande un paramétrage pour pouvoir récupérer en fait les annonces les annonces de marché public qui correspondent à son activité. Alors dans certains cas, c'est assez facile quand on a une activité assez spécifique, mais dans d'autres cas, c'est pas forcément évident. Il faut rentrer plusieurs mots-clés pour essayer de récupérer le maximum d'annonces de marché public. Et puis, il faut pouvoir gérer le téléchargement de ces marchés publics sur les plateformes en question. En Bretagne, on a Mégalis, par exemple. Mais c'est pas forcément facile pour des artisans, pour des commerçants, par exemple. Alors, peut-être que les commerçants ont moins l'habitude de répondre à des marchés publics, quoique. Ils peuvent répondre à des marchés publics dans leur commune pour leur fournir de l'alimentaire, par exemple, ou ce type de prestations. Et néanmoins, rien que le fait d'aller chercher ces marchés publics en ligne et d'y répondre constitue déjà une gageure pour un certain nombre de petites entreprises qui ne sont pas habituées, alors, parce qu'il y a eu aussi une fracture numérique qui fait, y compris au niveau des petites entreprises. Donc certains petits commerçants ou chefs d'entreprise de petites structures ne sont pas au fait de toutes les subtilités informatiques pour avoir accès au marché public. Quelquefois, ça fonctionne pas bien, ça dépend du type de plateforme quand je parle de plateforme, je parle de système d'exploitation pour accéder à la plateforme, ça dépend de la mise à jour de son système d'exploitation. Il n'est pas rare de voir, par exemple, quand on va déposer, par exemple, pour répondre à un appel d'offres, déposer sur ces plateformes
une réponse à un appel d'offres, le téléchargement s'effectue pas parce que votre version de Windows n'est pas compatible, parce que vous ne pouvez pas signer en ligne vous ne pouvez pas signer en ligne vos documents, et dans certains appels d'offres, c'est requis. Donc imaginez un petit chef d'entreprise ou une petite structure, c'est pas qu'il est petit, mais c'est sa structure qui est petite, il va avoir du mal à répondre à un appel d'offres de ce type, surtout si on lui réclame de tout faire de façon dématérialisée. Donc il y a sûrement un problème de formation et puis d'information à faire auprès de toutes ces entreprises-là qui de fait n'ont pas accès au marché public à cause du coup de la dématérialisation, même si cette dématérialisation elle était souhaitée pour faciliter les choses, faciliter les transactions, faciliter le dépôt des candidatures, etc. Mais pour un certain nombre de petites entreprises, ce n'est pas le cas. Alors la dématérialisation, ça a été un peu le maître mot des derniers quinquennats ou septennats. En tout cas pour les entreprises, le problème, et un autre problème, c'est par exemple, qui est un problème à venir, c'est la dématérialisation des factures. Donc, dématérialisation de toutes les factures émises par les entreprises auprès de plateformes dites partenaires, qui vont pouvoir servir finalement de lieu d'échange des factures, c'est-à-dire de dépôt et de récupération des factures en question. Or, cette dématérialisation des factures devra être effective, en tout cas pour les grandes entreprises, à partir du 1er juillet 2024. Mais ça veut dire que les petites entreprises vont devoir récupérer des documents, notamment des factures, auprès des grandes entreprises sur ces plateformes. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que tout le monde soit prêt, notamment dans les petites structures, parce que ça paraît encore loin, mais le 1er juillet 2024, c'est demain. Donc pour l'instant, c'est pas du tout acté, comme d'habitude, et souvent dans ces cas-là, il est toujours urgent d'attendre. Donc, je vais voir comment ça va se passer, mais quand ça va vraiment être effectif, ça va être vraiment un problème. Un des exemples de cet accès à ces plateformes qui va se profiler, c'est l'accès à la plateforme Chorus. Chorus, qui est la plateforme qui permet aux entreprises de déposer les factures en direction de l'administration publique. Donc c'est une plateforme. Alors, au début, il y a eu quelques bugs, ça fonctionnait pas toujours. On peut dire que ça fonctionne relativement bien quand même, compte tenu du nombre de factures qui doivent y être déposées et récupérées par les collectivités ou les administrations, ou toutes sortes d'administrations publiques d'ailleurs. Mais il n'en reste pas moins que beaucoup de petites entreprises, et encore, ce n'est pas pour les fustiger ou les stigmatiser, beaucoup d'artisans par exemple, réchignent à utiliser Chorus par exemple pour déposer leurs factures en direction, enfin pour les collectivités locales ou les organismes publics pour lesquels ils travaillent. Ça constitue une difficulté parce que c'est pas forcément facile de savoir comment déposer un fichier au bon endroit, surtout que la terminologie sur Chorus est pas facilement interprétable. Il faut chercher un petit peu et savoir comment s'y prendre. J'ai un exemple de ça, c'est par exemple, on a des collègues architectes qui gèrent effectivement la maîtrise d'œuvre pour des bâtiments publics, par exemple. Et donc, il y a un certain nombre d'artisans qui ont été consultés pour pouvoir répondre aux différents lots de la construction. Et on voit bien que ce sont des architectes, ou en tout cas une personne chez les architectes qui se charge de toute la partie administrative du paiement des avances, des factures, en fonction de l'état d'avancement des travaux pour le bâtiment en question. Pourquoi ? Parce que en fait, les artisans eux-mêmes sont totalement incapables, par manque de temps, par manque de ressources, par manque de compétences informatiques, de pouvoir gérer ces choses-là. Et il faut quelqu'un de compétent au sein d'une maîtrise d'œuvre, par exemple, pour pouvoir gérer ces aspects-là. Et ce qui fait que finalement, eh bien, il y a des intermédiaires qui sont rémunérés pour faire ça.
Mais encore une fois, donc c'est assez complexe et c'est beaucoup trop complexe pour des petites entreprises ou certains types de petites entreprises. Sur Chorus, par exemple, même, je vois, quand on travaille pour une entreprise publique, il faut, quand on recherche, on dépose une facture pour une entreprise publique ou une collectivité ou un organisme public, il faut avoir le numéro de SIRET de l'organisme en question. Alors, c'est en train de changer, mais jusqu'à une époque très récente, on était incapable de trouver le numéro de SIRET de la collectivité ou de l'organisme public en question, parce qu'il n'était pas mentionné sur les documents, sur les commandes, sur les bons de commande par exemple. C'était pas quelque chose qui était habituel. Un numéro de SIRET, les entreprises connaissent tout ça, toutes les entreprises ont un numéro de SIRET. Certaines associations ont un numéro de SIRET à partir du moment souvent où elles embauchent du personnel. Mais pour les collectivités et les organismes publics, c'était pas du tout habituel. Donc, pour pouvoir déposer une facture sur Chorus, il fallait ce fameux numéro de SIRET. Donc, si vous n'aviez pas le numéro de SIRET, vous ne pouviez pas déposer votre facture. Donc, ça se trouve, on arrive à retrouver ça, mais le moteur de recherche dans Chorus, il est tellement complexe. Il est sûrement multicritères et multifacteurs. Le problème, c'est que la dénomination de certains organismes publics ou certaines collectivités ne correspondent pas à ce qui est habituellement utilisé par tout le monde dans la vie de tous les jours. Donc, ce qui constitue une difficulté supplémentaire. Dans la foulée de ce que je raconte à propos des plateformes de dématérialisation des factures, puisque c'est ça qui se profile dans le futur, il y a aussi le fait d'être payé au moment après qu'on ait réussi à déposer sa facture sur la plateforme. Il faut qu'on réussisse à se faire payer. Et quelquefois, ça peut devenir assez cauchemardesque, parce que alors déjà, si vous faites une erreur sur le bon de commande de certains organismes publics, je pense aux grands organismes publics comme le CNRS, le CEA, des gens comme ça, là, vous êtes bon pour refaire la facture parce que la facture ne sera pas acceptée. Mais encore faut-il que les gestionnaires de ces organismes-là soient au courant de la procédure dans Chorus. C'est-à-dire que pour que la facture ne soit pas prise en compte, il faut que la facture soit rejetée. Et une fois que la facture est rejetée, vous recevez une notification pour savoir que vous devez redéposer une autre facture, parce que vous ne pouvez pas déposer une facture avec le même numéro. Voilà, c'est aussi, je vais en parler un petit peu plus tard, pour pouvoir être payé par l'organisme public. Il peut s'agir aussi d'une erreur tout à fait minime sur une facture. Les factures pour les organismes publics doivent mentionner effectivement le numéro de commande, le numéro de SIRET. Alors, un des avantages de Chorus, c'est que, par exemple, il est capable de lire automatiquement le numéro de SIRET et puis les numéros de commande. Mais quelquefois, ça ne se passe pas bien. Ça dépend des jours où on dépose les factures. Et si vous avez fait une erreur dans le numéro de commande, il m'est arrivé une fois, par exemple, d'oublier un zéro dans le un numéro de commande qui comptait au moins 13 chiffres. J'ai oublié un zéro ou j'en ai mis un de trop, je ne me rappelle plus. Là, normalement, vous avez le droit de corriger la facture. Sauf qu'il faut que la personne qui soit gestionnaire du compte soit au courant aussi de la procédure. Et en l'occurrence, certaines fois, les gestionnaires ne sont pas au courant. Il faut que la facture soit mise à recycler. Et si votre facture n'est pas mise à recycler, vous ne pouvez pas modifier la facture et vous ne pouvez pas la remettre dans le flux pour pouvoir être payé. Donc vous imaginez bien que pour des petites structures dont l'activité principale n'utilise pas l'informatique ou c'est pas l'outil principal, ça devient assez complexe d'utiliser ce type de plateforme. Donc vraiment, quand on va avoir les plateformes partenaires à partir du 1er juillet 2024 et puis 2026 pour l'ensemble des entreprises du territoire, je pense que l'État devra mettre un certain nombre de ressources sur la table pour que toutes les entreprises soient prêtes à utiliser ce type de plateforme, soi-disant pour simplifier la tâche des entreprises. Alors évidemment, le but de la dématérialisation, ou les buts sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a un but, il y a un objectif au niveau écologique, transition écologique, c'est la moindre utilisation de papier, d'impression, de choses comme ça, mais on s'aperçoit qu'en fait, dans les faits, et j'en discutais encore avec des collègues ces jours-ci, on continue à imprimer les papiers, même si on les envoie par mail, par précaution.
moi-même, j'avoue qu'une partie des papiers, des factures, on en parlait tout à l'heure, mais d'un certain nombre de documents, quelques documents que j'imprime toujours, peut-être à tort, mais par précaution, hein, au cas où justement les fameuses plateformes tombent en panne. Parce qu'on a nos comptabilités aussi hein, en ligne, donc tout dématérialisé implique qu'il y ait des systèmes de sauvegarde performants. L'autre but de l'État dans cette matérialisation, c'est évidemment de limiter la fraude, parce que et c'est toujours le but de l'État, c'est-à-dire cette fraude fiscale qui était estimée à 60 ou 50, entre 50 et 60 milliards d'euros par an, grâce à la dématérialisation, elle entend pouvoir limiter cette fraude. À partir du moment où tout est dématérialisé, tous les flux financiers sont dématérialisés, justement des prestations, passant par les factures jusqu'au paiement. Ça devient difficile de pouvoir détourner de l'argent. Donc évidemment, c'est un des buts principaux de l'État, cette limitation de la fraude. Et bon, évidemment, on le comprend. Hein, ce ne sont pas aux entreprises, disons honnêtes, de payer pour celles qui ne le sont pas. Donc, mais en même temps, il ne faut pas que la dématérialisation soit un frein pour le développement des petites entreprises. C'est là où réside encore un problème. Bon, évidemment, on ne peut pas nier que la dématérialisation est simplifié un certain nombre de choses. Je l'ai cité au moment où j'ai parlé des marchés publics. C'est vrai que la dématérialisation a pas mal simplifié les démarches au niveau des marchés publics. Elle simplifie un certain nombre de transactions parce qu'évidemment, on trouve un certain nombre de documents maintenant en ligne pour nos cotisations, pour les impôts, pour un certain nombre de choses qui sont faites en ligne. J'en parlais il y a quelques secondes au niveau des logiciels de comptabilité. C'est vrai que quasiment tous nos logiciels de comptabilité sont maintenant en mode ce qu'on appelle SaaS, hein, donc en ligne. Donc on peut émettre des factures en ligne, on peut retrouver ces factures en ligne, ou les devis, les bons de commande. Enfin, je ne parle pas des ERP, les ERP sont quand même plus dédiés aux entreprises d'une certaine taille, mais les logiciels de comptabilité sont de plus en plus en ligne actuellement, pas pour tout le monde. Donc on peut dire qu'effectivement, la dématérialisation, dans un certain nombre de cas, a pu faciliter ou simplifier la tâche des entreprises, à condition qu'elles aient les ressources, encore une fois, les compétences pour pouvoir utiliser les outils qu'on leur propose. On pourrait parler aussi finalement, en matière de simplification, de toutes les normes auxquelles sont soumises les entreprises. Évidemment, je ne pourrais pas détailler aujourd'hui toutes ces normes parce qu'elles dépendent des différents métiers, mais c'est quand même des normes qui ne sont pas là pour simplifier la tâche. Hein. On ne peut pas dire. Ça implique un certain nombre de déclarations, de mise aux normes, pour ainsi dire, qui sont évidemment propres à chaque métier. Évidemment, dans les activités autour de l'alimentaire, par exemple, il y en a énormément de normes. Il faut remplir un certain nombre de cases pour pouvoir produire des denrées alimentaires, par exemple. Mais comme j'ai dit, je pourrais citer un certain nombre d'exemples. Et chaque métier a ses propres normes qui sont plus ou moins, validées ou plus ou moins appropriées. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc du coup, voilà, en termes de normes, par exemple, je vais revenir à quelque chose qui va concerner tout le monde, c'est le problème des factures. Et on va avoir une norme de facture, encore une fois, qui est déjà là, qui est déjà demandée par l'administration publique en particulier, c'est les factures sécurisées PDF, PDFX, pour lequel tout le monde n'est pas, pour l'instant ne peut pas produire, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut des logiciels qui soient capables de produire ce type de format. Alors ce sont des factures dites infalsifiables, donc elles sont complètement insécurisées, vous ne pouvez pas les modifier après coup. Encore une fois, pour des problèmes de fraude, hein, voilà, ce qui peut se comprendre, mais du coup, y a beaucoup de soucis avec ça. Quand on sait qu'il y a encore beaucoup d'entreprises en France
que je ne dénoncerai pas, mais qui sont toujours sur Excel. Donc normalement, alors c'était très pratique Excel, on pouvait produire des factures avec Microsoft Excel, hein. Sauf que les factures, elles sont modifiables. Or, depuis plusieurs années, il est interdit de produire des factures modifiables. Encore une fois, pour des problèmes de fraude. Mais vous n'imaginez pas le nombre de petites entreprises qui utilisent encore Excel pour produire enfin, pour produire leurs factures ou leurs devis. Et pourtant, c'est interdit. Quand on va passer sur les fameuses plateformes partenaires, là, en tout cas en 2026, pour toutes les tailles d'entreprises, je ne sais pas comment ça va se passer. Il va falloir que toutes ces entreprises qui sont sous Excel ou sur d'autres logiciels qui ne sont pas agréés par l'État ou qui ne sont pas conformes à la loi, il va falloir qu'ils transfèrent toute leur comptabilité sur des logiciels accrédités qui répondent aux normes et qui produisent ces fameux PDF sécurisés. Ça va être un gros problème, à mon avis. Tout le monde ne sera pas prêt, parce qu'évidemment, comme toujours, on attend toujours le dernier moment pour ce genre de choses. Et puis aussi parce qu'il y a des gens que ça intéresse moins, hein, de s'intéresser à ces problèmes informatiques. À partir du moment où ils ont un outil que ça marche et qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils peuvent produire leurs factures, ça devient très très compliqué. Donc voilà, ce problème de normes au niveau des factures, ça va gérer une complexité, une complexification, et pas du tout de simplification, hein. Alors peut-être pour l'État, ça va être simple, parce que il va voir il va avoir transité tous les flux en matière financière, mais pour les entreprises, ça va pas du tout être une simplification. Quand on sait que sur une facture, hein, si vous faites une petite erreur, mais même sur l'adresse, par exemple, vous faites une erreur sur l'adresse parce que, je sais pas, c'est pas le bon numéro de rue ou c'est pas le bon code postal, par exemple, ou voilà, et ben normalement, d'après la loi, vous êtes obligé de refaire la facture, faire un avoir, faire une facture. Donc on pourrait se dire, c'est pas grave, tout est dématérialisé, sauf que vous faites un avoir, donc vous faites fonctionner votre ordinateur, refaites une facture à partir de la facture qui comportait une erreur, donc refaites une facture en utilisant l'ordinateur et vous envoyez tout par mail. Donc de toute façon, vous utilisez un coût carbone avec l'envoi des mails, évidemment vous imprimez pas. Voilà. Mais quand même, rien que l'envoi, la génération de ces devis, des nouveaux devis ou nouvelles factures ou nouvelles avoirs, fait que de toute façon, vous avez une consommation carbone qui est de fait. Donc, pour la transition écologique, je pense pas que le bénéfice soit là. Donc, à vouloir tout contrôler, ça peut partir d'une bonne idée en termes de fraude fiscale, ou de fraude tout court, mais au final, pour les entreprises, c'est une perte de temps, c'est une prise de tête, hein, pour parler vulgairement, et du coup, les entreprises ne se consacrent pas à leur métier. Bon, il existe plein d'autres problèmes comme ça où les choses ne sont pas vraiment simples. Voilà, alors du coup, des fois, c'est des problèmes législatifs. C'est-à-dire que il y a des flous juridiques. Dans certains cas, j'ai dû évoquer déjà aussi des situations par rapport à des caisses de retraite, par exemple, où moi, personnellement, par exemple, j'étais obligé de cotiser 2 fois au titre de mon entreprise principale et d'une holding qui ne gagnait pas d'argent et qui n'avait pas d'argent. Mais voilà, le législateur avait laissé un flou juridique suffisant dans ses textes pour que finalement les régimes de retraite, enfin les caisses de retraite se croient obligées, autorisées à me réclamer des cotisations vieillesse sur une activité que je n'avais pas. Et pourtant, quand on regardait les choses un petit peu de façon pointue, on pouvait regarder que, par exemple, c'était juste lié soit à un code APE qui avait été mal interprété par la caisse de retraite, soit un statut d'entreprise, par exemple, entre EURL ou SARL et SAS, et du coup, vous changez totalement de statut, et donc la loi ne s'applique pas de la même façon. Vous n'avez pas le même type de mandat en tant que dirigeant d'une EURL ou d'une SARL ou en tant que dirigeant d'une SAS. Et donc, voilà, tout ça induit une complexification législative
juridique qui est qui peut être très traumatisante pour les dirigeants d'entreprise, parce que du coup ils lisent quelque chose quelque part et puis ça va être le contraire ailleurs, et puis comme les différentes caisses de retraite, URSSAF ou RSI autrefois se targuaient de pouvoir récupérer les cotisations de façon indépendante et parfois assez durement, hein, auprès des affiliés, et ben on ne peut pas dire que ça constituait vraiment une simplification. Là, pour les caisses de retraite, en l'occurrence, hein, moi j'ai toujours préconisé, il y a eu un projet de loi, ou en tout cas une intention de loi dans ce sens de fusionner toutes les caisses de retraite, parce que je ne sais plus, il y a plus d'une quarantaine de régimes de retraite en France. Voilà. Typiquement, encore un exemple de complexité à la française, alors que finalement, peut-être qu'il y a des choses très spécifiques, peut-être qu'on ne peut pas mélanger les agriculteurs, par exemple, avec la MSA, par exemple, ou les dirigeants d'autres dirigeants d'entreprise, mais franchement, globalement, on cotise tous, soit pour notre santé, soit pour notre retraite, d'une manière ou d'une autre, auprès de caisses différentes. Donc pourquoi ne pas regrouper tout dans le même régime? C'est mon avis. Une autre petite, sous forme d'anecdote qui m'énerve tous les ans, ce sont la gestion des congés. En France, comme beaucoup d'entreprises, alors peut-être que certaines entreprises ne sont pas soumises à ce régime-là, mais beaucoup d'entreprises gèrent les congés à partir du 1er juin de chaque année. Alors pourquoi le 1er juin? Ça paraît, enfin voilà. Donc, j'ai fait mes petites recherches et puis je me suis aperçu que ça datait de 1936, des lois votées par Léon Blum. Parce que, en fait, à cette époque-là, pour offrir les congés payés, puisque c'était le Front populaire qui avait voté les congés payés à cette époque-là, il fallait offrir les premières 2 semaines de vacances aux salariés. Et donc, comme ça a été fait au mois de juin, on a dit que ça allait commencer. Alors, c'était au 1er juin, puis au 1er juillet sous Vichy pour d'autres raisons. Mais pourquoi le 1er juin de chaque année? Pourquoi ne peut-on pas gérer les congés à partir du 1er janvier sur une année civile, par exemple, d'autant plus que l'entreprise, si elle a son exercice sur une année civile, faire coïncider la gestion des congés avec son exercice, ce qui me semble l'idée la plus simple possible. Le fait de démarrer au 1er juin de chaque année, sachant qu'en plus, suivant les métiers, on peut compter sur 6 jours par semaine ou 5 jours par semaine, donc en plus on a des chiffres à virgule, c'est insupportable. Si au 1er juin, qu'on a un exercice du 1er janvier au 31-12, par exemple, si les salariés n'ont pas pris leur congé au 31-12 de l'année qui suit le 1er juin, il faut provisionner des congés non pris. C'est au niveau comptable, donc du coup ça alourdit au niveau du compte de résultat, ce qui est complètement, c'est ahurissant, quoi. On se demande, voilà, qui a pondu ça. Si, c'est le Front populaire en 1936, mais pourquoi a-t-on regardé ce type de fonctionnement alors qu'on pourrait très facilement faire coïncider ça avec une année d'exercice normal, que l'exercice démarre au 1er janvier, au mois d'avril, au mois de juin, au mois de septembre, comme certaines entreprises le font, pas de souci. Mais décaler ça comme ça et puis avoir une gestion à se demander à chaque fois combien de congés il reste et combien de samedis aussi, parce que pour ça, ceux qui gèrent les congés le savent, hein. Par exemple, on a 5 semaines de vacances officiellement en France, et qui correspond à peu près à 5 samedis. Donc il faut compter pendant les congés qui sont pris en dehors de ces 5 semaines de congés, par exemple l'été, il faut compter le nombre de samedis qui sont pris pendant les congés aussi pendant l'année. Vous imaginez, voilà, encore une complexité à la française, bien française. Alors je ne résiste pas à raconter cette anecdote à chaque fois quand... notamment je l'avais raconté dans une des vidéos il y a 1 ou 2 ans. C'est par exemple sur quelque chose qui m'est arrivé dans l'exercice de notre centre de formation, parce qu'on a un centre de formation, juste pour vous raconter un peu ce type d'activité. En plus, la formation professionnelle en France, c'est quelque chose qui est assez complexe aussi, parce que
la formation, pendant très longtemps, a été dédiée à l'espace public, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était les écoles. Alors, les écoles de la République, bon, il y a des écoles privées, mais l'université, les grandes écoles, qui étaient dédiées à la formation, parce qu'il n'y avait qu'elles qui étaient susceptibles de former des jeunes. Alors, après, la formation professionnelle a formé aussi des moins jeunes, mais du coup, c'était une idée bien française de dire que finalement, que le métier d'enseignant était un métier particulier et qui ne pouvait pas être fait dans des entreprises, par exemple, ou dans des centres de formation. Donc c'est une situation un petit peu particulière, je trouve, en France. Et ce qui fait que la formation a eu du mal à trouver sa place, à mon avis, en France. Elle a subi pas mal de réformes ces dernières années. Et donc je ne rentrerai pas dans les détails, peut-être qu'on fera un podcast spécifiquement là-dessus, mais jusqu'aux époques récentes où maintenant on est obligé de passer par des certifications, notamment Calliope, pour pouvoir exercer en tant que centre de formation. Mais voilà, je vais vous raconter du coup cette petite anecdote où il y a quelques années, j'ai recruté une nouvelle collaboratrice qui devait démarrer au mois de septembre. Et puis j'avais besoin de la former. Et puis ça tombait bien parce qu'on était organisme de formation. Donc vous allez voir que c'est intéressant parce que quand on est organisme de formation et qu'on recrute, on peut faire office finalement de formateur pour les salariés qu'on recrute. Ce qui peut être assez intéressant. Et donc, comme une fois ou deux précédemment, je décide d'utiliser un dispositif du Pôle emploi qui s'appelle le POEI, le plan opérationnel à l'emploi individuel. Et donc voilà, déjà que le nom, voilà, c'est le genre d'acronyme aussi facile à retenir. Et puis, je me suis dit, oui, bon, ça va pas être trop compliqué puisque tout est dématérialisé, donc ça devrait être assez simple. Mais sauf que pour valider le POEI en question, il me fallait un numéro de convention sur le site de Pôle emploi. Donc il fallait que je me connecte sur le site de Pôle emploi. Sauf que, en se connectant sur le site de Pôle emploi, pour valider un numéro de convention, il fallait que j'ai un devis validé sur une autre plateforme du Pôle emploi qui s'appelle Kairos. OK ? Et donc pour avoir un devis validé sur la plateforme Kairos, il fallait que j'ai un numéro de CARIF. CARIF, Centre d'animation, de recherche et d'information sur la formation. Là, et pour avoir un numéro de CARIF, il fallait que j'ai un compte sur le GREF. Le GREF Bretagne, en l'occurrence, puisque nous sommes basés en Bretagne. Voilà. Donc, une fois que j'ai remonté toutes ces étapes-là, voilà, j'ai saisi ma formation sur le site du GREF Bretagne et il fallait qu'elle soit validée. Mais il fallait 72 heures. Donc, il fallait que j'attende 72 heures pour pouvoir avoir le fameux numéro de CARIF. Voilà. Et après, il fallait que les plateformes GREF et Kairos soient synchronisées. Voilà, et les fameuses 72 heures pour pouvoir déposer le devis, pour pouvoir former le salarié que je venais de recruter. Donc voilà, simple, hein. Et encore une fois, voilà, c'est typiquement ce genre de simplification française qu'on rencontre, nous, chefs d'entreprise, tout le temps, tous les jours. C'est assez pénible. Le problème de toute cette lourdeur administrative et de toutes ces normes, de toute cette complexité, c'est le temps qu'on y consacre. Et le temps qu'on consacre à ces activités, c'est du temps non facturable, on appelle ça comme ça, en gestion, quand on fait du contrôle de gestion. Alors, est-ce que l'État doit contrôler un certain nombre de choses ? C'est normal, c'est-à-dire qu'évidemment, pour éviter la fraude, pour éviter qu'un certain nombre d'informations passent à la trappe, ou voilà, on est sur un système social qui fait que il faut que tout le monde contribue finalement à l'effort national, que ce soit au niveau des impôts, des cotisations, des choses comme des dispositifs de ce type. Mais du coup, on y passe un temps, mais fou. Alors, on peut déléguer. Les comptables, les experts comptables, les avocats sont là pour nous accompagner. Mais du coup, faut pouvoir se payer des comptables ou en tout cas une certaine hauteur de services ou des avocats pour pouvoir s'occuper de ces choses-là. Et ça coûte très cher. Donc des petites entreprises n'ont pas forcément les moyens de se payer le concours ou les conseils de ce type de personnes, de comptables ou d'avocats. Donc encore une fois, toute cette complexité-là, qui à mon sens n'est pas nécessaire, et très franchement, si vous écoutez la plupart des chefs d'entreprise dont
différents domaines, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui pensent que la simplification a vraiment eu lieu. Ils ont plutôt l'impression d'une complexification malgré la matérialisation. Et donc, pendant le temps où ils s'occupent de cette... alors eux ou certains de leurs collaborateurs, quand ils peuvent en avoir, pendant qu'ils s'occupent de ces problématiques-là, ils ne se consacrent pas à leur métier. Et donc, il y a une perte d'efficacité, finalement, qui est énorme, parce qu'on se perd dans des temps qui ne rapportent rien à l'entreprise. Encore une fois, une entreprise doit gagner de l'argent. Il n'est pas forcément nécessaire et envisageable d'en faire une multinationale qui ne pense qu'à générer de l'argent, mais en même temps, comme il faut générer de l'argent pour pouvoir assurer son quotidien, payer les charges, payer les salaires, etc., et si on pouvait être déchargé de ces temps-là, ce serait quand même pas plus mal. Donc en conclusion, je pense que la marche forcée vers la dématérialisation en termes de simplification, qui est quand même une bonne chose, ne nous trompons pas de sujet. Ça a quand même simplifié beaucoup de choses, en tout cas l'accès à certains documents, la façon d'aller plus vite, de ne pas imprimer, par exemple, des choses comme ça. Mais la marche forcée vers cette dématérialisation et donc normalement cette simplification, le problème c'est que ça n'est pas accompagné de moyens ou de ressources pour les petites entreprises. On a toujours un problème, un décalage, c'est qu'on a toujours des petites entreprises qui n'ont pas ces ressources et ces moyens pour pouvoir utiliser les outils qu'on met à leur disposition. Soit parce qu'on ne leur a pas expliqué comment ça marchait, soit parce que c'est un problème de compétence et qu'ils n'ont pas envie aussi d'y consacrer de trop de temps, parce que c'est peut-être un problème de compréhension. L'informatique paraît évident pour certaines personnes. Quand on est dans ce milieu-là, il n'y a pas de souci, mais pour beaucoup de gens, cette dématérialisation censément simplificatrice n'est pas du tout évidente. Et alors, pour se rassurer sur la dématérialisation et la simplification, on n'est pas le seul pays où l'administration est si complexe. Fort heureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les choses, mais donc on ne va pas dénoncer nos petits camarades, mais quand même, l'Italie par exemple est un pays qui est quand même assez en pointe aussi sur le côté administratif, donc il y a quelques pays comme ça, et curieusement par exemple le Canada, notamment au niveau des impôts par exemple, alors peut-être au niveau des entreprises, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais bon, le Canada est assez, au niveau formalité administrative, est assez pointu aussi dans son genre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser vu de France. Bon, c'est quelques exemples, je ne connais pas la situation de tous les pays, mais néanmoins, voilà, je pense que les gouvernements, le législateur devrait se pencher un peu sur cette complexité qui enlève une efficacité certaine aux entreprises et qui les empêche finalement de faire les profits, alors non pas pour les profits personnels du dirigeant, mais de faire les profits pour la répartir et créer les richesses, parce que alors ça c'est une opinion personnelle, mais une entreprise crée des richesses et ces richesses doivent pouvoir être réparties entre, oui, évidemment, le dirigeant, les salariés et la société, puisque les entreprises contribuent à la richesse de la nation. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.